Dans un petit village isolé, Aïda, une jeune fille douce et aimante, vivait avec sa mère veuve, Michela, une femme connue pour sa générosité et sa bienveillance. Malgré leur pauvreté, elles partageaient une vie paisible, tissée d'amour et de complicité. Aïda, fille unique, chérissait chaque moment passé avec sa mère, ignorant qu'un malheur allait bientôt frapper. Dans le petit village où vivait Aïda, la vie suivait son cours tranquille, jusqu'à un événement qui bouleversa tout. Un matin, des murmures parcoururent les ruelles poussiéreuses. Le père d'Aïda, que tout le monde croyait mort depuis des années, était revenu. Il n'était pas seul. À ses côtés se tenait Yahi, sa nouvelle épouse, une femme à la beauté saisissante. Ses longs cheveux noirs brillaient sous le soleil, et son sourire charmeur attirait les regards. Mais ses yeux, froids comme la pierre, cachaient une vérité sombre. Aïda, alors âgée de 14 ans, accueillit son père avec joie, espérant retrouver une famille complète. Michela, sa mère, fut plus prudente. Elle serra Aïda contre elle et murmura « Méfions-nous, ma chérie. Les apparences peuvent tromper. » Yahi s'installa dans leur modeste maison, apportant avec elle des cadeaux, des étoffes colorées, des fruits sucrés, et des promesses de bonheur. Elle disait vouloir être une mère pour Aïda, une amie pour Michela. « Nous serons une vraie famille », répétait-elle, un sourire aux lèvres. Les voisins, impressionnés par son élégance, l'admiraient. Mais Michela sentait un malaise. Yahi posait trop de questions sur leur vie, observait trop longtemps les gestes de Michela lorsqu'elle cuisinait ou rangeait. Aïda, innocente, ne voyait rien d'anormal. Elle voulait croire en cette nouvelle vie. Pourtant, derrière les murs de la maison, Yahi changeait. Quand personne ne regardait, son sourire s'effaçait. Elle lançait des regards pleins de mépris à Michela, comme si sa présence l'agaçait. Une nuit, Aïda surprit Yahi dans la cour, parlant seule sous la lune. « Cette maison sera à moi », chuchotait-elle. Aïda, cachée dans l'ombre, frissonna mais n'osa rien dire. Elle pensa avoir mal entendu. Son père, lui, semblait aveuglé par Yahi. Il riait avec elle, l'écoutait, et ignorait les avertissements discrets de Michela. Les jours passèrent, et Yahi commença à semer la discorde. Elle racontait aux voisins que Michela était froide, qu'elle ne l'acceptait pas. Certains villageois, influencés, commencèrent à douter de la bonté de Michela. Yahi était rusée, elle savait manipuler les mots et les gens. Elle offrait des cadeaux aux uns, complimentait les autres, tout en isolant peu à peu Michela. Aïda, déchirée, voyait sa mère s'inquiéter mais ne savait comment l'aider. « Ne t'en fais pas, ma fille », lui disait Michela, caressant ses cheveux. L'amour triomphe toujours. Mais Yahi avait d'autres plans. Elle ne voulait pas seulement prendre la place de Michela dans le cœur des gens. Elle voulait la faire disparaître pour de bon. Dans sa malle, cachée sous des vêtements, elle gardait une petite fiole remplie d'un liquide incolore. Ce poison, acheté à un marchand douteux, était son arme secrète. Chaque nuit, elle imaginait le moment où elle l'utiliserait. Elle attendait le bon moment, patiemment, comme un serpent tapi dans l'herbe. Aïda et Michela, malgré leurs doutes, ne pouvaient imaginer l'horreur qui se préparait. Le piège de Yahi se refermait lentement, et le destin de la petite famille était sur le point de basculer. Yahi, désormais installée dans la maison d'Aïda, jouait parfaitement son rôle de femme aimante. Elle riait avec les voisins, aidait au marché, et complimentait Aïda devant tout le monde. Mais sous ce masque, son cœur était noir de jalousie. Elle détestait Michela, cette femme douce qui inspirait l'amour et le respect. Michela était tout ce que Yahi n'était pas, sincère, généreuse, aimée. Yahi voulait être la seule à briller dans cette maison, la seule à régner sur le cœur du père d'Aïda et sur le village. Chaque sourire de Michela, chaque mot gentil qu'elle prononçait, attisait la rage de Yahi. Yahi passait ses journées à observer Michela. Elle notait ses habitudes, quand elle cuisinait, quand elle allait chercher de l'eau, quand elle s'asseyait pour coudre. Elle cherchait une faille, un moyen de frapper sans être soupçonnée. Pourquoi tout le monde l'aime autant, marmonnait-elle en serrant les poings. Sa jalousie grandissait comme une tempête.
Elle ne supportait pas de voir Aïda courir vers sa mère pour l'enlacer, ni d'entendre les villageois louer la bonté de Michela. Elle voulait détruire cet amour, cette lumière qui l'éclipsait. Un soir, seule dans sa chambre, Yahi sortit la fiole de poison de sa malle. Elle la fit tourner entre ses doigts, un sourire cruel aux lèvres. Ce liquide, acheté à prix d'or, était indétectable. Quelques gouttes suffiraient à faire disparaître Michela sans laisser de traces. Yahi imagina la maison sans elle, Yahi, serait la maîtresse incontestée. Le père d'Aïda, faible et manipulable, lui obéirait. Aïda, trop jeune pour résister, se plierait à sa volonté. Le plan était parfait. Pour endormir les soupçons, Yahi redoubla de gentillesse. Elle offrit une écharpe à Michela, disant « C'est pour vous, ma chère. Vous méritez tant. » Michela, polie, accepta, mais son instinct lui criait de se méfier. Elle rangea l'écharpe sans la porter. Yahi, agacée par cette prudence, décida d'agir vite. Elle commença à se rapprocher de la cuisine, proposant d'aider Michela à préparer les repas. « Laissez-moi faire, reposez-vous », disait-elle avec un sourire mielleux. Michela, ne voulant pas créer de conflit, la laissait faire, mais surveillait chaque geste. Une nuit, Yahi trouva l'occasion parfaite. Michela, épuisée, s'était endormie tôt. Yahi prépara une soupe pour le lendemain, y versant quelques gouttes de poison. Elle remua lentement, s'assurant que le liquide se mélangeait bien. « Et bientôt, tout sera à moi », murmura-t-elle. Elle reposa la marmite et alla se coucher, le cœur battant d'excitation. Elle imaginait déjà les pleurs d'Aïda, la confusion du village, et sa propre fausse tristesse lorsqu'elle annoncerait la maladie de Michela. Aïda, elle, sentait que quelque chose n'allait pas. Elle voyait les regards furtifs de Yahi, ses gestes trop calculés. Elle en parla à sa mère, qui répondit « Prions, ma fille. » La vérité finit toujours par éclater. Mais la vérité devrait attendre. Yahi, sûre de son plan, avançait comme une ombre, prête à frapper. Le poison était dans la soupe, le piège était tendu. Le destin de Michela était scellé, et Aïda, sans le savoir, allait bientôt perdre la personne qu'elle aimait le plus au monde. La jalousie de Yahi allait tout détruire. La maison d'Aïda, autrefois remplie de rire, devint un lieu de silence et de peur. Michela, la mère adorée d'Aïda, commença à se sentir mal. Tout commença par une fatigue étrange. Elle, d'habitude si énergique, peinait à se lever le matin. « Ce n'est rien, ma chérie », disait-elle à Aïda, un sourire faible aux lèvres. Mais bientôt, des douleurs vinrent. Son visage devint pâle, ses mains tremblaient. Aïda, inquiète, courait chercher de l'eau ou des herbes, espérant soulager sa mère. Yahi, elle, jouait la comédie à la perfection. Elle feignait l'inquiétude, posant sa main sur le front de Michela. « Vous devriez vous reposer davantage », disait-elle d'une voix douce. Mais ses yeux brillaient d'une joie cruelle. Le poison qu'elle avait versé dans la soupe faisait son œuvre. Chaque jour, Michela mangeait une petite portion, et chaque jour, son corps s'affaiblissait. Yahi s'assurait que personne ne suspecte rien. Elle jetait les restes de nourriture pour éviter les questions et racontait au village que Michela avait une maladie rare. Les guérisseurs du village vinrent l'un après l'autre. Ils examinaient Michela, secouaient la tête, perplexes. « Je ne comprends pas », disait l'un. « C'est comme si son corps s'éteignait », ajoutait un autre. Ils donnaient des tisanes, des prières, mais rien ne fonctionnait. Aïda pleurait en silence, tenant la main de sa mère. « Ne me laisse pas, maman », murmurait-elle. Michela, malgré sa faiblesse, caressait ses cheveux. « Je serai toujours avec toi, Aïda », répondait-elle, la voix tremblante. Yahi observait tout cela de loin, satisfaite. Elle avait prévu chaque détail. Le poison, lent et discret, ne laissait aucune trace. Elle continuait à manipuler le père d'Aïda, lui disant que Michela était trop fragile, et qu'il fallait accepter l'inévitable. Le père, accablé, croyait ses mensonges.
Il s'éloignait de Mitchella, laissant Aïda seule face à ce drame. Yahi, elle, se montrait de plus en plus gentille avec les voisins. Elle leur offrait à manger, parlait de sa pauvre belle-sœur, avec des larmes feintes. Tout le monde la plaignait, ignorant qu'elle était la cause de tout. Une nuit, l'état de Mitchella empira. Elle ne pouvait plus se lever. Aïda resta à son chevet, priant sans relâche. « Dieu, sauve ma mère », suppliait-elle. Mitchella, sentant la fin approcher, prit la main de sa fille. « Aïda, sois forte. Ne laisse personne briser ton cœur. » Ces mots étaient faibles, mais pleins d'amour. Aïda sanglotait, incapable d'imaginer un monde sans elle. À minuit, Mitchella ferma les yeux pour toujours. Son dernier souffle s'échappa dans un silence déchirant. Aïda hurla de douleur, serrant le corps de sa mère. Yahi entra dans la pièce, feignant les larmes. « Oh, quelle tragédie !» s'écria-t-elle, mais son cœur dansait de joie. Le village vint rendre hommage à Mitchella, pleurant cette femme si bonne. Personne ne soupçonna Yahi, qui joua son rôle de veuve éplorée à la perfection. Mais Aïda, au fond d'elle, sentait une vérité cachée. Elle ignorait encore que le poison de Yahi avait tout détruit. Seule, orpheline à 14 ans, elle allait bientôt découvrir le vrai visage de sa belle-mère. Le cauchemar ne faisait que commencer, et la perte de Mitchella n'était que le début d'une longue souffrance. Après la mort de Mitchella, la maison d'Aïda devint un lieu de désespoir. Yahi, qui avait caché sa vraie nature, retira son masque de gentillesse. À peine Mitchella fut-elle enterrée que la belle-mère transforma Aïda en esclave. Elle lui donnait des ordres durs, la réveillant avant l'aube pour balayer, laver, et porter de l'ours au dos. « Dépêche-toi, paresseuse !» criait Yahi, un sourire cruel aux lèvres. Aïda, encore sous le choc de la perte de sa mère, obéissait en silence, les larmes aux yeux. Yahi ne se contentait pas des corvées. Elle privait Aïda de nourriture. Alors que la maison regorgeait de provisions, Aïda ne recevait que des miettes ou des restes moisis. « Tu ne mérites pas mieux », disait Yahi, jetant parfois la nourriture au sol pour l'humilier. Aïda maigrissait à vue d'œil, ses joues creuses et ses yeux ternes. Elle cachait sa faim, craignant les coups. Car Yahi n'hésitait pas à frapper. Une assiette mal lavée, un regard de travers, et sa main s'abattait sur Aïda. « Tu es inutile », hurlait-elle. Le père d'Aïda, manipulé par Yahi, ne voyait rien. Elle lui racontait qu'Aïda était désobéissante, qu'elle refusait de travailler. Il croyait ses mensonges et s'éloignait de sa fille, laissant Yahi libre de faire ce qu'elle voulait. Aïda, autrefois joyeuse, devint silencieuse. Elle évitait les regards, honteuse de sa misère. Les voisins remarquaient son état, mais Yahi était trop rusée. Elle leur disait qu'Aïda était « difficile » depuis la mort de sa mère, et beaucoup la croyaient. Certains, par peur ou indifférence, détournaient les yeux. Chaque jour était un enfer. Yahi inventait de nouvelles humiliations. Elle forçait Aïda à dormir sur une natte usée dans la cour, même sous la pluie. « Une fille comme toi ne mérite pas un lit », ricanait-elle. Aïda, trempée et gelée, serrait contre elle un vieux foulard de sa mère, son seul souvenir. Ce tissu, imprégné de l'odeur de Mitchella, lui donnait la force de tenir. Elle murmurait « Maman, aide-moi ». Yahi prenait plaisir à briser Aïda. Elle lui arrachait ses rares moments de repos, l'obligeant à travailler jusqu'à l'épuisement. Une fois, Aïda, trop faible, laissa tomber un seau d'eau. Yahi la gifla si fort qu'elle tomba. « Tu ne vaux rien », cria-t-elle. Aïda, le visage en feu, ramassa le seau sans un mot. Mais au fond d'elle, une petite flamme brûlait, l'amour de sa mère, ses souvenirs, sa foi. Ces choses, Yahi ne pouvait les lui prendre. Le village, bien que manipulé, commençait à murmurer. Certains voyaient les bleus sur les bras d'Aïda, sa maigreur alarmante. Mais Yahi avait réponse à tout. Elle pleurait devant eux, disant « Cette fille me rend la vie impossible ». Sa ruse fonctionnait. Aïda, seule, n'avait personne vers qui se tourner.
Pourtant, elle continuait à prier, croyant que sa mère veillait sur elle. Elle ignorait que cette foi allait bientôt déclencher des événements extraordinaires. Yahi, sûre de son pouvoir, ne se doutait pas qu'elle avait réveillé une force bien plus grande qu'elle. Le mal qu'elle semait allait bientôt se retourner contre elle, et Aïda, malgré sa souffrance, allait trouver une lumière dans l'obscurité. Aïda vivait un cauchemar sous la tyrannie de Yahi. Chaque jour, elle travaillait jusqu'à l'épuisement, le corps meurtri et le cœur brisé. La nuit, quand Yahi dormait, Aïda trouvait refuge dans un coin de la cour, sous un vieux manguier. Là, loin des regards, elle laissait couler ses larmes. Elle serrait le foulard de sa mère contre son visage et chuchotait « Maman, pourquoi m'as-tu laissé ?» Ses sanglots se perdaient dans le vent, mais elle continuait à prier. « Et Dieu, sauve-moi. Maman, viens à mon secours. » Ces moments de solitude étaient ses seuls instants de répit. Sous les étoiles, Aïda parlait à sa mère comme si elle était là. Elle racontait ses journées, ses peurs, ses espoirs. « Yahi est si méchante, maman. Elle me fait mal, mais je tiens bon pour toi. » Ses prières, pleines de douleur et de foi, semblaient flotter dans l'air, comme si l'esprit de Michela les entendait. Aïda croyait fermement que sa mère, même morte, ne l'abandonnerait jamais. Les voisins, eux, voyaient la souffrance d'Aïda. Certains, en passant devant la maison, remarquaient ses yeux rougis, ses bras couverts de bleu. Une vieille femme, voisine de longue date, lui glissa un jour un morceau de pain. « Tiens, petite, mange vite, » murmura-t-elle. Aïda, reconnaissante, dévora le pain en cachette. Mais cette femme n'osa pas en faire plus. Yahi avait une langue acérée et une réputation redoutable. Elle intimidait tout le village avec ses mensonges et son charme. Yahi, en effet, était une manipulatrice hors pair. Quand quelqu'un posait des questions sur Aïda, elle soupirait, feignant l'épuisement. « Cette fille est ingrate. Elle refuse de m'écouter depuis la mort de sa mère. » Les villageois, troublés, ne savaient que croire. Certains pensaient qu'Aïda, en deuil, était devenue rebelle. D'autres, plus méfiants, se taisaient par peur des représailles. Yahi avait tissé une toile parfaite, emprisonnant Aïda dans un monde de silence. Pourtant, Aïda ne perdait pas espoir. Chaque nuit, elle s'agenouillait sous le manguier et priait avec ferveur. Elle demandait à Dieu de lui donner la force, à sa mère de lui envoyer un signe. « Je sais que tu es là, maman », murmurait-elle, les yeux fixés sur les étoiles. Ses prières étaient son ancre, son moyen de survivre. Elle lui rappelait que l'amour de Michela était plus fort que la cruauté de Yahi. Une nuit, alors que la lune brillait haut, Aïda sentit une chaleur étrange l'envelopper. Elle ferma les yeux, épuisée, et murmura une dernière prière. « Maman, si tu m'entends, montre-moi un chemin. » À cet instant, une brise douce caressa son visage, portant un parfum familier, celui des fleurs que Michela aimait. Aïda ouvrit les yeux, surprise. Rien n'avait changé autour d'elle, mais son cœur battait plus fort. Était-ce un signe? Elle s'endormit, serrant le foulard, ignorant que ses prières avaient éveillé une force invisible. L'esprit de Michela, touché par la douleur de sa fille, se préparait à intervenir. Yahi, endormi dans la maison, ne savait pas que ses jours de cruauté étaient comptés. Les pleurs d'Aïda, portés par la foi, allaient bientôt faire trembler les murs de cette maison maudite. Aïda, épuisée par les corvées et la cruauté de Yahi, vivait dans un monde de douleur. Une nuit, alors qu'elle s'était endormie sous le manguier, affamée et gelée, un événement extraordinaire se produisit. Dans son sommeil, elle fit un rêve si clair qu'il semblait réel. Sa mère, Michela, lui apparut, vêtue d'une robe blanche éclatante, comme tissée de lumière. Son visage, doux et familier, rayonnait d'amour. Aïda, émerveillée, sentit des larmes couler sur ses joues. « Ma chérie, ne pleure pas », murmura Michela, sa voix aussi chaude qu'autrefois. Elle s'approcha et caressa le visage d'Aïda, essuyant ses larmes. « Ton calvaire touche à sa fin. La vérité éclatera, et justice sera faite. » Aïda,
bouleversée, tendit les bras pour serrer sa mère, mais ses doigts ne touchèrent que l'air. « Maman, ne me laisse pas » cria-t-elle. Mitchella sourit doucement. « Je suis toujours avec toi, Aïda. Sois forte. La méchanceté de Yahi sera punie. » Puis, l'image de Mitchella s'estompa, laissant un parfum de fleurs dans l'air. Aïda se réveilla en sursaut, le cœur battant. La cour était silencieuse, la lune brillait toujours. Elle serra le foulard de sa mère contre sa poitrine, confuse. Était-ce un simple rêve ou un message? Elle sentit une chaleur dans son cœur, comme si Mitchella l'avait vraiment touchée. Pour la première fois depuis des mois, Aïda ressentit un espoir fragile. « Maman, si c'était toi, guide-moi » murmura-t-elle, les yeux levés vers le ciel. Le lendemain, Aïda se remit au travail, mais quelque chose avait changé. Elle portait en elle une force nouvelle, une certitude que sa mère veillait sur elle. Même les cris de Yahi, qui l'insultait pour une assiette mal lavée, ne l'atteignaient plus autant. « Dépêche-toi, idiote » hurlait Yahi. Aïda baissait la tête, mais dans son esprit, elle répétait les mots de Mitchella, la vérité éclatera. Elle ignorait comment, mais elle y croyait. Yahi, de son côté, ne remarqua rien. Elle continuait à régner sur la maison, sûre de son pouvoir. Elle obligeait Aïda à frotter le sol jusqu'à ce que ses mains saignent, riant de sa faiblesse. Mais Aïda, portée par son rêve, trouvait du courage dans sa douleur. Elle priait en silence, demandant à sa mère de tenir sa promesse. « Montre-moi un signe, maman » chuchotait-elle en lavant les vêtements. Les voisins, eux, commençaient à parler. Une vieille femme, qui avait connu Mitchella, remarqua l'éclat nouveau dans les yeux d'Aïda. « Cette petite a quelque chose en elle » dit-elle à une amie. Mais personne n'osait encore affronter Yahi. Sa langue acérée et ses mensonges faisaient peur. Pourtant, l'espoir d'Aïda grandissait. Elle sentait que sa mère n'était pas loin, que ses prières avaient été entendues. Ce soir-là, en s'endormant, Aïda murmura une dernière prière. « Maman, si tu es là, fais quelque chose. » Elle ignorait que son rêve n'était que le début. L'esprit de Mitchella, réveillé par l'amour et la douleur de sa fille, se préparait à agir. Dans la maison, une énergie invisible commençait à se manifester. Yahi, endormi, ne savait pas que son règne touchait à sa fin. Le rêve d'Aïda avait allumé une étincelle, et bientôt, cette étincelle deviendrait un feu qui consumerait la méchanceté de Yahi. Après le rêve d'Aïda, quelque chose changea dans la maison. Une atmosphère étrange s'installa, comme si l'air lui-même portait un secret. Le lendemain matin, alors qu'Aïda balayait la cour, une casserole tomba d'une étagère sans raison. Le bruit fit sursauter Yahi, qui cria « Aïda, qu'est-ce que tu as encore cassé ?» Mais Aïda, à l'autre bout de la cour, n'avait rien touché. Elle baissa la tête, cachant un frisson. Était-ce le signe qu'elle attendait? D'autres événements suivirent. Les portes claquaient toutes seules, même par temps calme. La nuit, des pas résonnaient dans la maison, comme si quelqu'un marchait. Yahi, d'abord agacée, commença à s'inquiéter. C'est le vent, marmonnait-elle, mais ses mains tremblaient. Une fois, alors qu'elle rangeait des assiettes, un miroir se brisa sur le sol. Elle hurla, accusant Aïda. « C'est toi, petite peste !» Aïda, terrifiée, jura qu'elle n'y était pour rien. Au fond d'elle, elle pensait à son rêve, à sa mère. Les phénomènes s'intensifièrent. Une nuit, Yahi se réveilla en sueur, certaine d'avoir entendu une voix murmurer son nom. Elle alluma une lampe, mais la pièce était vide. Pourtant, une ombre passa dans le couloir, rapide comme un souffle. Yahi, le cœur battant, cria « Qui est là ?» Silence. Elle courut vérifier la porte, verrouillée. Pour la première fois, elle sentit une peur qu'elle ne pouvait expliquer. Ce n'est rien, se répétait-elle, mais elle ne dormait plus. Aïda, elle, observait tout en silence. Elle ne comprenait pas ces événements, mais ils lui donnaient espoir. Chaque bruit, chaque objet déplacé, semblait un message de sa mère.
Elle priait encore plus fort, serrant le foulard de Michela. « Maman, est-ce toi ?» murmurait-elle sous le manguier. Une nuit, une brise douce caressa son visage, portant le parfum des fleurs que Michela aimait. Aïda sourit, des larmes dans les yeux. Elle savait que sa mère était là. Yahi, elle, perdait son assurance. Elle criait plus fort sur Aïda, comme pour masquer sa peur. Travaille, au lieu de rêvasser, aboyait-elle. Mais ses yeux cherchaient sans cesse les coins sombres. Les voisins commencèrent à remarquer son comportement. Yahi semble nerveuse, chuchotait-il. Certains parlaient des bruits venant de la maison. Une vieille femme, qui croyait aux esprits, dit « C'est Michela. Elle n'est pas en paix. » Mais personne n'osait encore intervenir. Yahi tenta de se rassurer. Elle consulta un marabout, qui lui donna une amulette. « Ça éloignera les mauvais esprits, » promit-il. Mais l'amulette ne changea rien. Les phénomènes continuaient, des ombres dans la cour, des chuchotements la nuit, des objets qui bougeaient seuls. Yahi, épuisée, commença à parler seule. « Laisse-moi tranquille », criait-elle dans le vide. Aïda, en l'entendant, sentit son cœur s'alléger. Sa mère tenait sa promesse. Ces signes surnaturels n'étaient que le début. L'esprit de Michela, réveillé par les prières d'Aïda, gagnait en force. Yahi, aveuglée par sa cruauté, ne voyait pas le piège se refermer. Elle pensait encore contrôler la maison, mais une présence plus puissante qu'elle prenait le dessus. Aïda, portée par sa foi, attendait le moment où la vérité éclaterait. Les murs de la maison, témoins de tant de souffrance, s'apprêtaient à révéler le secret de Yahi. Les phénomènes étranges dans la maison devinrent insupportables pour Yahi. Elle ne dormait plus, hantée par des cauchemars et des bruits incessants. Une nuit, tout bascula. Alors que la lune éclairait faiblement la maison, Yahi se réveilla en sursaut, trempée de sueur. Une présence glaciale emplissait la pièce. Elle alluma une lampe, mais la lumière vacilla. Puis, dans un coin sombre, une silhouette apparut. C'était Michela, son visage pâle et ses yeux pleins de colère. Yahi hurla, reculant contre le mur. « Non, tu es morte » cria-t-elle. Mais le fantôme de Michela avança, flottant légèrement au-dessus du sol. Sa voix, grave et résonnante, emplit la pièce. « Et Yahi, tu as pris ma vie. Tu as brisé ma fille. Ton crime ne restera pas impuni. » Yahi, tremblante, tenta de nier. « Je n'ai rien fait. C'est faux. » Mais Michela tendit une main spectrale, et des images jaillirent dans l'esprit de Yahi, la fiole de poison, la soupe empoisonnée, les jours où elle regardait Michela s'éteindre. Yahi tomba à genoux, secouée de sanglots. « Pardon. Je ne voulais pas » gémit-elle. Mais Michela, implacable, continua. « Tu as agi par jalousie, par méchanceté. Tu as fait souffrir Aïda, ma lumière. Maintenant, tu vas payer. » Un vent glacé traversa la pièce, éteignant la lampe. Yahi cria, certaine que sa fin était venue. Mais Michela disparut, laissant un silence oppressant. Yahi, terrifiée, passa la nuit à trembler, incapable de fermer les yeux. Le lendemain, elle était méconnaissable. Ses cheveux en désordre, ses yeux hagards, elle semblait brisée. Aïda, en la voyant, comprit que quelque chose s'était passé. Elle continua ses corvées, mais son cœur battait d'espoir. Les voisins, alertés par les cris de Yahi dans la nuit, commencèrent à poser des questions. « Que se passe-t-il dans cette maison ?» demanda une femme. Yahi, paniquée, tenta de mentir. « Ce n'est rien, juste un cauchemar » dit-elle. Mais personne ne la crut. Ce soir-là, les villageois se réunirent devant la maison. Yahi, acculée, sortit pour les affronter. Mais avant qu'elle ne parle, un vent violent souffla, et une voix résonna, comme venue de nulle part. « Confesse ton crime, Yahi. » C'était Michela, invisible mais présente. Yahi, à bout, s'effondra. « C'est moi.
J'ai empoisonné Michela. Je l'ai tuée par jalousie, hurla-t-elle, les larmes coulant. Le village, sous le choc, resta silencieux. La vérité, si longtemps cachée, éclatait enfin. Les anciens du village prirent la parole. Yahi, tu as commis un crime odieux, déclara le chef. Les voisins, horrifiés, se tournèrent contre elle. Aïda, qui avait tout entendu, pleurait, partagée entre la douleur et le soulagement. Sa mère avait tenu sa promesse. Yahi, brisé, ne pouvait plus manipuler personne. Son masque était tombé, révélant la vérité au grand jour. La confrontation avec le fantôme de Michela avait tout changé. Yahi, autrefois puissante, n'était plus qu'une ombre. Les villageois, bouleversés, commencèrent à regarder Aïda autrement. Ils voyaient maintenant sa souffrance, sa force. L'esprit de Michela, en révélant le crime, avait libéré sa fille. Mais l'histoire n'était pas finie. Yahi allait bientôt affronter les conséquences de ses actes, et Aïda, enfin, verrait la lumière après tant d'obscurité. Après avoir avoué son crime devant le village, Yahi devint une paria. Les villageois, horrifiés par son acte, se réunirent pour décider de son sort. Le chef, un homme sage, prit la parole. Yahi, tu as empoisonné Michela, une femme aimée de tous. Tu as fait souffrir Aïda, une enfant innocente. Tu ne mérites pas de vivre parmi nous. Les anciens approuvèrent, et la sentence tomba, Yahi serait bannie. Elle devrait quitter le village pour toujours, sans rien emporter. Yahi, autrefois si fière, était brisée. Elle tenta de supplier. « Pitié, je regrette », cria-t-elle, tombant à genoux. Mais les villageois, dégoûtés, détournèrent les yeux. Même le père d'Aïda, enfin conscient de ses erreurs, refusa de la défendre. « Tu as détruit ma famille », lui dit-il, la voix tremblante. Yahi, seule, fut chassée comme une criminelle. Elle quitta le village sous les regards hostiles, un baluchon à la main. Dans la brousse, loin des maisons, Yahi erra sans but. La peur la rongeait. Chaque bruit un craquement, un souffle devant lui rappelait le fantôme de Michela. La nuit, elle voyait son visage dans l'obscurité, ses yeux accusateurs. « Laisse-moi en paix », criait-elle, mais personne ne l'entendait. Elle parlait seule, suppliant un pardon qu'elle ne recevrait jamais. Les animaux semblaient l'éviter, comme si la nature elle-même la rejetait. Les ronces déchiraient ses vêtements, les rivières qu'elle traversait semblaient plus froides. Les jours devinrent des semaines. Yahi, affamée et épuisée, perdit la raison. Elle murmurait des phrases sans sens, riant parfois, pleurant d'autres fois. Les voyageurs qui la croisaient racontaient qu'elle parlait à des ombres, qu'elle voyait Michela partout. « Et elle me suit. Elle veut ma mort », gémissait-elle. Certains disaient que la terre refusait de la nourrir, que les fruits qu'elle trouvait pourrissaient dans ses mains. La nature, comme touchée par la colère de Michela, semblait juger Yahi. Au village, les gens parlaient de son sort. « C'est la justice des esprits », disait une vieille femme. « Michela veille sur nous. » Les enfants, effrayés, évitaient la brousse, craignant d'y croiser Yahi. Personne ne savait ce qu'elle devenait, mais les rumeurs disaient qu'elle vivait comme une bête, hantée par ses crimes. Certains pensaient qu'elle avait fini par mourir, seule, sous un arbre. D'autres croyaient qu'elle errait encore, prisonnière de sa folie. Aïda, elle, entendait ces histoires sans joie. Elle ne souhaitait pas la souffrance de Yahi, seulement la paix. La chute de sa belle-mère, bien que juste, ne ramènerait pas sa mère. Pourtant, elle se sentait plus légère. Les villageois, honteux d'avoir cru Yahi, commencèrent à s'approcher d'elle. Ils lui offraient à manger, lui parlaient doucement. Aïda, timidement, retrouvait un peu de chaleur humaine. La fin de Yahi marqua un tournant. Le village apprit une leçon, le mal, même caché, finit par être puni. Yahi, qui avait cru régner par la ruse, n'était plus rien. Son bannissement, sa solitude, sa folie, étaient le prix de sa cruauté. Mais pour Aïda, ce n'était que le début d'un nouveau chapitre.
Libérée de l'ombre de Yahi, elle allait bientôt reconstruire sa vie, portée par l'amour éternel de Mitchella. Après le bannissement de Yahi, Aïda put enfin respirer. Une tante maternelle, Fatima, une femme douce et aimante, l'accueillit chez elle. « Viens, ma petite, tu es chez toi maintenant », lui dit-elle, les bras grands ouverts. Aïda, encore fragile, pleura de gratitude. Chez Fatima, elle retrouva un lit chaud, des repas copieux, et surtout, de l'amour. Fatima, qui avait connu Mitchella, lui parlait souvent de sa mère. Elle était comme une étoile, ta maman. Elle brille encore en toi. Les premiers jours, Aïda restait silencieuse, hantée par ses souvenirs. Mais peu à peu, sous les soins de Fatima, elle retrouva des couleurs. Elle recommença à sourire, à rire. Fatima l'encourageait à apprendre, à rêver. Elle lui enseigna à coudre, à cuisiner, mais surtout, à croire en elle. « Tu es forte, Aïda. Ta mère t'a donné son courage », répétait-elle. Aïda, touchée, serrait le foulard de Mitchella, sentant sa présence dans chaque mot gentil. Le village, lui, changea d'attitude. Honteux d'avoir ignoré la souffrance d'Aïda, les voisins venaient lui rendre visite. Il apportait des fruits, des tissus, des mots d'excuses. Une vieille femme lui dit « Pardon, petite. Nous aurions dû voir la vérité. » Aïda, le cœur léger, pardonnait. Elle ne voulait pas de rancune. Elle voulait honorer sa mère en vivant avec amour, comme Mitchella le lui avait appris. Les années passèrent, et Aïda grandit. À 20 ans, elle était devenue une femme belle et sage, respectée de tous. Elle aidait Fatima au marché, où ses sourires attiraient les clients. Les gens disaient, c'est la fille de Mitchella, une bénédiction. Aïda, humble, continuait à prier chaque soir, remerciant sa mère pour sa protection. Elle croyait fermement que Mitchella veillait sur elle, comme une étoile dans le ciel. Un jour, Aïda rencontra un jeune homme, Samba, un artisan gentil et travailleur. Il tomba amoureux de sa douceur et de sa force. Après 1 an, ils se marièrent dans une cérémonie simple, entourée du village. Aïda, rayonnante, sentit la présence de sa mère ce jour-là. Elle fonda une famille, donnant naissance à 2 enfants, une fille et un garçon. Elle leur apprenait les valeurs de Mitchella, la patience, la vérité, l'amour. Chaque année, Aïda organisait une petite cérémonie pour sa mère. Elle allumait une bougie, posait des fleurs, et racontait à ses enfants l'histoire de Mitchella. « Votre grand-mère était un ange. Elle m'a sauvée, même après sa mort. » Ses enfants, émerveillés, promettaient d'être aussi bons qu'elle. Aïda souriait, sachant que l'héritage de sa mère vivrait à travers eux. Le village n'oublia jamais cette histoire. Les anciens la racontaient aux jeunes, disant « Le mal ne gagne jamais. L'amour et la justice triomphent toujours. » Aïda, en vivant heureuse, prouvait ces mots. Elle devint un symbole d'espoir, une preuve que la lumière peut renaître des ténèbres. Et chaque nuit, en regardant les étoiles, elle murmurait « Merci, maman. » L'esprit de Mitchella, apaisé, veillait sur elle, un lien d'amour que rien, pas même la mort, ne pouvait briser. Aïda avait transformé sa douleur en force, et son histoire inspirait tous ceux qui l'entendaient. Morale. Le mal, même caché, ne reste jamais impuni. La justice, qu'elle vienne des hommes ou d'un pouvoir supérieur, finit toujours par triompher. L'amour d'une mère transcende la mort, protégeant ceux qu'elle chérit. Abonnez-vous pour ne pas rater nos histoires.